Bonjour Roselyne Bachelot, bonjour. Ancienne ministre, aujourd'hui éditorialiste à iTélévision et puis chroniqueuse à D8. Merci d'être notre invitée. On va parler dans quelques instants de votre passion pour l'art lyrique et pour Verdi en particulier. D'abord un mot sur ce climat en France avec ce tueur fou qui s'en est pris aux rédactions de BFM et de Libération. Hier, Nicolas Demorand, le rédacteur en chef de Libération, disait c'est aussi le résultat d'un climat, aussi de la violence du discours politique. Nicolas Demorand était très ému, c'est bien normal, mais je crois qu'il convient maintenant d'attendre, peut-être dans les prochaines heures, que ce personnage soit arrêté, qu'on puisse en savoir un peu plus sur ses motivations. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent, imputer à un climat de violence qui existe. Il existe ce climat de violence. Ce climat de violence existe, bien entendu. On le sent dans la société française pour de multiples raisons. Mais imputer la démarche d'un tueur fou à ce climat de violence, hélas, dans l'histoire récente, on a vu, et même lointaine, on a vu ce genre de démarche. Et vous pensez que les politiques portent une responsabilité? On voit parfois un discours qui peut amener à des dérapages, y compris dans la presse. On a vu notamment sur Madame Taubira un discours ouvertement raciste. Je condamne évidemment ces dérives racistes de la manière la plus ferme et sans aucune ambiguïté, et bien entendu les politiques portent une part de responsabilité, les journalistes en portent une, l'ensemble de la société civile. Il faut toujours faire attention à cela. Le politique est déclassé aujourd'hui. François Hollande est au plus bas dans les sondages. Vous avez l'impression qu'il y a une sorte de défiance généralisée, vous qui avez été ministre? Bien entendu, tout cela marche de pair et c'est évidemment dramatique de voir que la parole du politique, de l'expert, du journaliste est systématiquement mise en cause. On ne croit plus en rien dans ce pays, ni en ses footballeurs, ni en ses politiques, ni en rien. Et c'est dommage, et parce que on est dans une société de la méfiance, on ne s'aime plus. Oui, et alors de plus en plus d'impôts. Un ras-le-bol fiscal. Aujourd'hui, il y a une mise à plat, l'écotaxe est reportée, mais tout de même... Écoutez, la déclaration de Monsieur Hérault est évidemment un rideau de fumée et une réforme fiscale en profondeur. Celle qu'il veut, c'est une réforme qui demande plusieurs années, certainement, qui mécontentera beaucoup de gens, parce que ceux qui verront leurs impôts diminuer n'en sauront aucun gré au gouvernement, et ceux qui les verront augmenter, évidemment, seront extrêmement furieux. Enfin, ma foi, au niveau de popularité, où est le Premier ministre et le Président de la République ? Risquons cette grande réforme fiscale, on verra bien. Oui, Roselyne Bachelot, vous avez signé, vous soutenez évidemment, puisque c'est vous qui en êtes l'auteur, cette loi qui va être débattue en fin de semaine prochaine sur la prostitution, qui vise à pénaliser les clients des prostituées. Il y a tout à l'heure dans Le Monde, la féministe Elisabeth Badinter qui n'est pas d'accord avec vous, qui dit notamment il n'y a pas à légiférer sur l'activité sexuelle des individus. Oh, j'ai connu Elisabeth Badinter plus inspirée, mais Elisabeth Badinter s'était aussi opposée à la parité. Et elle tient dans les attendus de son argumentation des propos que je trouve choquants, en tout cas que je ne partage pas. C'est une loi contre les hommes, une loi anti-masculinité? Non, c'est pas une loi contre les hommes, c'est une loi qui dit des choses fortes, c'est-à-dire que 9 prostituées sur 10 le font contrainte, dans la contrainte. Cela relève du trafic d'êtres humains, de réseaux de prostitution, qui ont d'ailleurs des liens avec le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic d'argent. Tout ça relève du trafic d'êtres humains. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on a vu beaucoup moins les belles âmes se rebeller sur le fait que... s'indigner du fait que les prostituées, elles, étaient poursuivies avec des amendes beaucoup plus fortes. C'était la loi de Nicolas Sarkozy dont vous étiez membre du gouvernement. Avec une loi... pas à l'époque. C'est pas une loi qui relève de 2007, c'était avant, c'est quand M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Donc, avec 4 500 € d'amende et des peines de prison pour les prostituées, ce qui est d'ailleurs contraire au droit européen. Catherine Deneuve, Florence Artaud, qui disent on est contre. Catherine Deneuve est une excellente comédienne, Florence Artaud est une excellente navigatrice. Je ne prends pas mes méthodes de pensée sur ces références. Alors, Traviata, c'était justement l'histoire d'une courtisane. Évidemment, on parle de Verdi. On va entendre un petit air comme ça, parce que Verdi, c'est votre passion. Il n'y a pas de petit air dans Verdi, monsieur. Un grand air de Verdi, Roselyne Bachelot, parce que vous en êtes aussi un peu amoureuse de Verdi, dites-moi. Absolument. Pourquoi? Absolument. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Alors, le Va Pensiero, le fameux chœur des Hébreux dans Nabucco, on est en 1842. Verdi est en train de perdre sa femme, sa première femme, qui va mourir d'une encéphalite, avec
ses 2 enfants aussi, ses 2 petits-enfants qui sont morts. C'est donc une période qui est très très dure, très difficile pour Verdi. À la première, il est dans la fosse de la Scala. Il croit que le bruit qui vient de la salle, c'est pour le huer. Et en fait, c'est un succès absolument phénoménal. Cette air, on a voulu en faire l'hymne italien, et puis on a préféré le Fratelli d'Italia de Mameli. Sans doute que les Italiens sont passés à côté de quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait, Verdi? Il vous remue, hein? Il est... Ah, Verdi, c'est un musicien qui a toutes sortes de clés d'entrée. Vous ne connaissez pas l'opéra, vous n'avez jamais entendu, même si c'est quelque chose, vous dites c'est peut-être un spectacle pour initier, vous allez écouter le Trouvère ou Rigoletto ou la Traviata. Il est trop populaire quelque part, c'est aussi un défaut? C'est pas un défaut, mais c'est quelque chose qui lui a sans doute nui. Parce que les beaux esprits le regardaient d'une façon un peu méprisante. Mais en fait, quand on étudie les œuvres verdiennes, et surtout celles de la fin de sa carrière, des œuvres comme Don Carlos, le Simone Boccanegra remanié, et que dire d'Othello ou de Falstaff, on voit en fait que c'est un musicien extrêmement raffiné, sophistiqué, compliqué, et qu'on peut avoir beaucoup de lectures. Oui, le fils, le mari, l'amant, le père. C'est-à-dire que c'était aussi un homme, tout simplement un homme. Oui, et c'est sans doute d'ailleurs la double équivoque de Verdi. D'un côté, un musicien parfois méprisé par les beaux esprits, et de l'autre, une icône qu'il n'était sans doute pas dans sa vie privée. Il n'était pas parfait, loin de là. Hein. Non, il n'était pas parfait. Et en particulier, l'icône du patriote italien, quand on étudie sa vie de près, mérite d'être sans doute revisitée, cette image un peu idéalisée. Qu'est-ce qui nous transporte encore aujourd'hui, quand on écoute Traviata, quand on écoute Don Carlos, quand on écoute tout ça? C'est un mélodiste extraordinaire, un orchestrateur d'un raffinement tout à fait magique, et qui... Vous comprenez la musique qu'il dit. D'ailleurs, les publicitaires ne s'y sont pas trompés, qui vendent des produits de beauté, des pâtes, du saucisson, du jambon, avec des airs que tout le monde connaît. C'est cette facilité qu'a Verdi à rentrer dans la mémoire de votre oreille, et puis, bien sûr, cette émotion qui fait qu'il vous tire les larmes. Merci, Roselyne Bachelot. Verdi, amoureux, publié chez Flammarion. La politique qui mène à la musique. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.